Mes mains étaient sur la roue, les deux. Ganté, mais je sentais le froid de l'acier traverser le caoutchouc comme s'il cherchait à entrer dans mes os. L'eau était déjà à mes genoux de l'autre côté. Je pouvais l'entendre, ce grondement spécifique qu'on n'oublie plus une fois qu'on l'a entendu. Pas comme une vague, pas comme la pluie. C'est le bruit de quelque chose qui n'a pas d'opinion sur le fait que vous viviez ou mouriez. C'est simplement la pression qui cherche son niveau, indifférente comme les mathématiques. J'ai regardé à travers le hublot. Ce hublot fait peut-être 20 centimètres de diamètre, renforcé. Le genre de verre qui arrêterait une balle sans montrer une fissure. Je pouvais le voir à travers, et il pouvait me voir. 3 mètres, peut-être 3 mètres et demi. Il luttait contre le courant, une main sur le chemin de câble qui longe la cloison tribord, se tirant en avant, la bouche ouverte. Je ne pouvais pas l'entendre. On n'entend rien à travers 15 centimètres d'acier et de verre feuilleté quand l'océan fait ce bruit de l'autre côté. Mais je pouvais le lire. J'ai tourné la roue. Il faut 7 rotations complètes pour engager les loquets d'une porte de cette classe. Chaque rotation est délibérée. Chacune clique. Je les ai comptées. Non pas parce que j'en avais besoin, je l'avais fait 1000 fois en exercice. Je comptais parce que compter donnait à mes mains quelque chose à rapporter à mon cerveau qui n'était pas ce que mes yeux voyaient. 1, 2, 3. Il bougeait encore. Il avançait encore. 4, 5. Il a atteint le hublot. 6. Sa main s'est posée à plat contre le verre, paume ouverte vers l'extérieur. Comme on presse sa main contre une vitre pour dire au revoir à quelqu'un sur un quai de gare. Ce geste précis, cette finalité précise. 7. La roue a mordu. Les loquets ont verrouillé. L'étanchéité était complète. J'ai gardé la main sur la roue 3 secondes de plus. Juste pour être sûr. C'est dans le protocole aussi. Vérifier l'étanchéité. Confirmer le verrouillage. Passer à l'action suivante. C'est ce que dit le protocole. C'est ce que j'ai fait. J'ai besoin de vous emmener quelque part avant de vous raconter le reste. Parce que si je vous donne juste la porte et le verre, et la main contre le verre, vous allez croire que vous comprenez quelque chose. Ce ne sera pas le cas. Pas vraiment. Pas sans comprendre ce que ça signifie de vivre et travailler 600 mètres sous la surface de la mer du Nord pendant 23 ans. Les gens en surface ont cette idée du travail offshore. Ils pensent à l'argent. Et l'argent est réel, je ne vais pas prétendre le contraire. Mais l'argent, c'est ce qui vous fait postuler. Ce n'est pas ce qui vous y retient. Ce qui vous y retient est plus difficile à expliquer. Ça commence par l'odeur. Chaque plateforme, chaque installation où j'ai travaillé a sa propre odeur, mais elle partage une note de fond. Huile et ozone et air recyclé, et ce froid métallique particulier que dégage l'acier quand il est entouré d'eau profonde depuis longtemps. On le respire les 3 premiers jours, et on le remarque. Puis on ne le remarque plus. Et puis un jour on est à terre, dans un centre commercial ou un jardin ou quelque part qui sent la pelouse tondue et l'essence et la vie humaine ordinaire. Et quelque chose en soi se sent légèrement faux, légèrement déraciné. Et on réalise que l'odeur offshore est devenue l'odeur de chez soi. Les espaces confinés sont l'autre chose que les civils ne comprennent pas. Les couloirs sont étroits, les cabines sont petites, le bruit est constant. Les générateurs, les systèmes de pression, le bourdonnement des pompes de ballast, le craquement de l'acier sous charge. On ne peut s'en échapper nulle part. On apprend à dormir dedans. On apprend à penser dedans. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à dormir correctement sans tout ça. Ce que ça fait nécessairement, c'est tout comprimer. Chaque relation, chaque irritation, chaque moment de réconfort ou d'humour ou de simple silence partagé.
Quand on vit et travaille dans ce genre de promiscuité, sous ce type de pression constante à bas niveau, les relations qu'on noue ne ressemblent à rien de ce qu'on noue en surface. Ce ne sont pas des amitiés au sens ordinaire. C'est quelque chose de plus structurel, de plus porteur. Connelly avait été mon partenaire de quart pendant 11 ans quand c'est arrivé. 11 ans. C'est plus long que la plupart des mariages. Plus long que la plupart des gens ne restent dans un emploi. On avait passé les 4 dernières de ces années ensemble sur la Meridian Alpha, une plateforme de production sur le champ de Sleipner, secteur norvégien, installation fixe, 190 mètres jusqu'au fond. Je veux être précis sur Connelly, parce que ça compte. Ce n'était pas un homme sentimental. Il venait du nord de l'Irlande à l'origine, est arrivé au travail offshore comme la plupart d'entre nous, par une combinaison de nécessité et d'un tempérament qui ne se trouve pas bien dans les bureaux ou sous les supérieurs hiérarchiques, ou dans cette suffocation particulière et lente qui vient de faire quelque chose qui ne requiert pas toute votre attention. Il avait besoin d'un travail qui pouvait vraiment l'utiliser entièrement. L'offshore lui donnait ça. Il était méthodique, précis. Il avait cette habitude, quand il effectuait une séquence de vérification, de murmurer les étapes à voix très basse, pas pour le bénéfice des autres, juste pour lui-même. Comme un pilote qui fait sa checklist avant le vol. J'avais travaillé à côté de ce murmure pendant 11 ans, et il était devenu aussi familier que le bourdonnement du générateur. Certaines nuits, quand tout était calme, je l'entendais sans le vouloir, et je trouvais ça apaisant. Le son d'un homme qui fait son travail correctement dans l'obscurité. On ne parlait pas beaucoup de choses personnelles. Ce n'est pas inhabituel là-dessous. On connaît les grandes lignes de la vie d'un homme, les prénoms de ses enfants, l'équipe qu'il supporte, ce qu'il boit à terre, les contours des grandes choses. La compagnie quotidienne remplit le reste. On n'a pas besoin de longues conversations sur les sentiments pour connaître le caractère de quelqu'un jusqu'au grain. 11 ans à observer un homme sous pression vous dit tout ce que vous aurez jamais besoin de savoir. C'était la personne la plus fiable avec qui j'ai jamais travaillé. Pas dans un sens passif, dans un sens actif. Dans le sens où dans n'importe quelle situation, n'importe quelle panne d'équipement, n'importe quelle anomalie de procédure, n'importe quel moment où le travail se compliquait et la marge d'erreur rétrécissait. Connelly était la personne vers qui les yeux allaient en premier. Pas pour être dit quoi faire, juste pour confirmer que quelqu'un d'autre avait aussi lu la situation correctement et était déjà en mouvement. C'est le genre de personne qu'on ne remplace pas. On le sait quand on l'a, et on le sait après. Le son que ça a fait n'était pas ce qu'on imaginerait. Les gens imaginent qu'une défaillance structurelle catastrophique en profondeur ressemble à une explosion, à quelque chose de cinématographique, au bruit d'une catastrophe telle qu'il a été conçu pour un public. Ce n'est pas ça. Ce que j'ai entendu, et j'ai essayé de décrire ça avec précision de nombreuses fois parce que je crois que la précision compte ici, ce que j'ai entendu ressemblait davantage à un gémissement, un son grave, résonnant, presque géologique. Le son de quelque chose qui a tenu très longtemps et qui a décidé, au niveau moléculaire, qu'il en avait fini de tenir. Ça a duré peut-être 4 secondes. Puis les lumières se sont éteintes, pas tamisées, éteintes. Obscurité totale pendant environ 2 secondes avant que les systèmes de secours s'enclenchent et que les lumières rouges s'allument. L'éclairage de secours est conçu pour être suffisant pour la navigation et l'accomplissement des tâches. Il n'est pas conçu pour être confortable. Il teint tout de la couleur du vieux sang et aplatit la perception de la profondeur d'une façon qui rend les espaces familiers soudainement étranges. J'avais fait des exercices en éclairage de secours des dizaines de fois. Ça me prenait quand même dans l'estomac à chaque fois. L'eau est venue de 2 directions simultanément, ce qui m'a dit quelque chose immédiatement sur la nature de la brèche. Une défaillance en un seul point vient d'une direction. Ce que j'entendais, ce que je sentais d'un changement de pression dans mes oreilles avant de sentir la moindre eau, était distribué. Plusieurs points d'entrée,
ce qui signifiait que la brèche n'était pas une défaillance de joint ou une rupture de tuyau. Elle était structurelle, la plateforme elle-même. En formation, ils décrivent la température de l'eau de mer du Nord en profondeur comme incapacitante. Ils utilisent ce mot précisément parce qu'il est techniquement exact et parce qu'il ne vous invite pas à l'imaginer correctement. Laissez-moi faire mieux. C'est environ 4 degrés Celsius au fond. Au moment où elle traverse les systèmes de la plateforme et atteint les espaces habités, elle est peut-être à 7 ou 8 degrés. Ce que 7 degrés d'eau de mer font à votre corps quand elle le frappe en volume n'est pas du froid au sens ordinaire du terme. C'est un choc qui existe quelque part entre la douleur et la mise hors service du système. Le corps cesse de prendre des requêtes du cerveau pendant 1 seconde ou 2. S'arrête simplement. Refuse de traiter les entrées ou de produire des sorties. C'est ce qui se rapproche le plus d'un crash système complet qu'un être humain puisse connaître et dont il se remette. Je suis tombé. Pas parce que je l'ai choisi, parce que l'eau m'a frappé et que mes jambes n'étaient tout simplement pas disponibles pendant environ 2 secondes. Quand elles sont revenues, je me déplaçais déjà. Je ne vais pas prétendre que c'était du courage. C'était de l'entraînement. 23 ans de procédure devenue réflexe. L'alarme avait retenti depuis que les lumières s'étaient éteintes. Le triple bip spécifique qui signifie abandonner le poste et rejoindre le point de rassemblement. Ce qui, en cas d'inondation, signifie rejoindre la zone sécurisée étanche la plus proche par l'itinéraire le plus rapide disponible. Je savais où j'étais. Je savais où était la zone sécurisée la plus proche. Je connaissais l'itinéraire. Je savais aussi que Connolly était à l'autre bout du même couloir au moment de la brèche. J'ai traité cette information. Je l'ai notée. Et je me suis mis en mouvement. Le couloir entre mon poste et la porte de cloison faisait 42 mètres. Je le sais parce que je l'avais parcouru 2 fois par jour pendant 4 ans. Dans des conditions normales, ça prend environ 40 secondes à allure de travail. En éclairage de secours, avec de l'eau montant de la cheville à la cuisse sur ces 42 mètres, luttant contre un courant qui se renforçait au fur et à mesure que le différentiel de pression augmentait, portant 2 couches de vêtements de travail thermiques qui étaient maintenant saturés et ajoutaient 20 kilos de résistance, ça m'a pris 3 minutes et 40 secondes. Je connais le temps exact parce que le journal de bord d'urgence enregistre l'état de la porte et on me l'a communiqué ensuite. La brèche s'est produite à 14h32 et 7 secondes. J'ai atteint la porte de cloison à 14h35 et 51 secondes. 3 minutes et 44 secondes. Maintenant. J'ai besoin de vous expliquer quelque chose sur cette porte, parce que c'est là que réside le poids de ce qui s'est passé, et j'ai besoin que vous compreniez la mécanique correctement. Les portes de cloison étanches sur une plateforme de production de mer du Nord de cette classe ne ressemblent à aucune porte que vous ayez jamais rencontrée. Elles pèsent environ 400 kg. Elles sont logées dans un cadre en acier avec un joint de compression qui nécessite que le mécanisme à roue effectue 7 rotations complètes pour s'engager totalement. Elles sont conçues, spécifiquement construites, pour être manœuvrées par une seule personne sous stress, dans l'obscurité, dans de l'eau froide, avec des capacités motrices dégradées. Tout dans leur conception suppose que l'opérateur est en état de déficience. Ce qu'elles ne peuvent pas faire, c'est tenir indéfiniment contre la pression de l'océan ouvert, avec le joint non totalement en place. Le protocole pour un événement d'inondation est explicite, et il l'est depuis aussi longtemps que ces plateformes existent, et il a été écrit dans le sang des personnes mortes avant que le protocole n'existe. Si vous atteignez une cloison de zone sécurisée lors d'une urgence d'inondation, vous la sécurisez. Vous ne la maintenez pas ouverte, vous n'attendez pas. Vous la sécurisez immédiatement, vous vérifiez l'étanchéité et vous passez à l'action suivante. La raison en est une arithmétique simple. Cette porte, si elle reste ouverte, ou même partiellement non étanche, permettrait à l'inondation de se propager dans la zone sécurisée. La zone sécurisée contenait 12 personnes au moment de la brèche, 12 personnes plus moi. L'égalisation de pression qui résulterait d'un joint compromis ne tuerait pas seulement ces 12 personnes. Elle empêcherait les systèmes d'urgence de fonctionner. Elle compromettrait la capacité de la plateforme à maintenir son ballast.
Il était possible, dans l'analyse de scénario effectuée ensuite, qu'un manquement à sécuriser cette porte à temps aurait pu entraîner une perte totale de la plateforme. Un homme, ou 13. Je veux être clair que je n'y ai pas pensé en ces termes sur le moment. Il n'y a pas eu de calcul éthique, pas de pesée angoissée de vie. Ce qu'il y avait, c'était le protocole. Et le protocole était dans mes mains, et mes mains étaient sur la porte. Quand je l'ai atteinte, la porte était fermée mais pas étanche. Quelqu'un l'avait tirée derrière lui en passant, ce qui avait gagné du temps. J'ai saisi la roue et j'ai commencé à tourner. Et j'en étais à 5 rotations, presque fini, à quelques secondes de l'étanchéité complète. Et j'ai vu la lumière rouge s'allumer à l'autre bout du couloir. Ce qui signifiait que la porte à l'autre bout avait été ouverte. Ce qui signifiait que quelqu'un venait. J'ai arrêté de tourner. Je sais que j'ai arrêté parce que le journal de bord montre un écart de 47 secondes entre le moment où j'ai initié la séquence d'étanchéité et celui où je l'ai complétée. 47 secondes. J'ai vécu longtemps avec ce chiffre. J'ai maintenu la roue à 5 rotations et j'ai regardé à travers le hublot. Il était peut-être à 30 mètres quand je l'ai vu pour la première fois. L'éclairage de secours était derrière lui et projetait son ombre vers moi dans le couloir, et l'eau lui arrivait déjà à la poitrine, et le courant poussait fort, et il utilisait le chemin de câble sur la paroi tribord pour se tirer en avant, main après main, comme on grimperait une corde horizontalement. Il se déplaçait vite. Pour les conditions, il se déplaçait remarquablement vite. C'était un homme physiquement fort, et il connaissait ce couloir, et il était concentré, et il n'avait pas paniqué. Je pouvais le voir dans l'économie de ses mouvements. Chaque geste comptait. Pas d'énergie gaspillée. C'était Connelly. Même alors, même à la fin. L'eau montait encore. J'avais un calcul à faire et le calcul n'était pas abstrait et il n'était pas lent. Il était immédiat et physique. Le différentiel de pression sur cette porte était déjà significatif. Je le sentais dans mes mains et mes épaules. Maintenir la roue à 5 rotations demandait un effort réel, le genre qui s'accumule rapidement dans des muscles froids, dans de l'eau froide. Et la pression n'allait qu'augmenter à mesure que le niveau d'eau montait, parce que l'eau cherche son niveau, et de l'autre côté de cette porte, il y avait la plateforme ouverte, et au-delà 600 mètres de mer du Nord. J'ai estimé, et je veux être clair que c'est une estimation faite par un être humain dans des circonstances extrêmes, que j'avais entre 30 et 60 secondes avant que la pression sur la porte non étanche dépasse ma capacité à manœuvrer la roue. Après ce point, que Connelly ait atteint la porte ou non, je n'aurais pas pu l'étancher. Il était à 30 mètres. Dans cette eau, à cette vitesse, 30 mètres représentaient peut-être 90 secondes. L'écart était de 60 secondes au mieux. J'ai tourné la roue. 6e rotation. Il m'a vu faire ça. Je le sais parce que son rythme a changé. Pas, il ne s'est pas arrêté, il n'a pas ralenti. Si quoi que ce soit, il a poussé plus fort. Mais il y avait eu un changement dans la qualité de son mouvement. Quelque chose de plus urgent qui y était entré. Quelque chose qui comprenait. J'ai continué à tourner. Il a réduit la distance. Il était rapide. Vraiment, étonnamment rapide pour un homme plongé jusqu'à la poitrine dans de l'eau glacée, luttant contre un courant. 10 mètres. 8. 7e rotation. Les loquets ont mordu. J'ai senti le joint se mettre en place. Il a atteint le hublot. Sa main est venue se poser à plat contre lui. Main gauche, paume vers l'extérieur, doigt écarté. Il avait peut-être 30 centimètres d'air au-dessus de lui à ce moment-là. Peut-être moins. Et il m'a regardé. Et je l'ai regardé. Et il n'y avait rien que l'un d'entre nous puisse communiquer qui ne soit déjà entièrement compris. Son expression n'était pas de la peur. Je veux être précis là-dessus, parce que ça compte pour moi d'être précis là-dessus. Ce n'était pas du désespoir, ce n'était pas de la colère. C'était de la reconnaissance. L'expression d'un homme qui avait fait les mêmes calculs que moi et était arrivé à la même réponse. L'expression d'un professionnel qui regarde une situation et en accepte les termes.
Ses yeux étaient stables. Il les a gardés sur les miens. J'ai maintenu la main sur la roue. Protocole. Vérifier l'étanchéité. Confirmer le verrouillage. Je l'ai observé pendant 4 minutes et 12 secondes, à travers 15 centimètres d'acier et de verre. Je le sais parce que je l'ai chronométré. La précision compte. La précision était la seule chose que je pouvais encore lui offrir à ce moment-là, et je lui en ai donné la totalité. L'eau l'a pris, et puis il n'y avait plus que le verre, et la lumière rouge, et le son de ma propre respiration, et la certitude que de l'autre côté de cette porte, la mer du Nord faisait ce que fait la mer du Nord, ce qu'elle a toujours fait, et ce qu'elle continuera de faire longtemps après que chaque plateforme jamais construite se sera corrodée en sédiments. On était en surface 11 heures plus tard. L'enquête officielle a duré 3 mois. J'ai témoigné à 4 reprises. Les enquêteurs étaient rigoureux et professionnels, et leur conclusion était, dans leur langage, que les actions prises par l'opérateur senior pour étancher la cloison étanche conformément au protocole d'urgence avaient empêché la perte de l'installation et la mort de 12 membres d'équipage. Ils ont utilisé le mot « exemplaire ». Ils ont recommandé une distinction. Je n'ai pas assisté à la cérémonie. La compagnie a envoyé des fleurs à la famille de Connelly. Je suis allé en voiture en Irlande du Nord un mardi de mars, et je me suis assis dans la cuisine de sa mère, et j'ai bu du thé. Et on n'a pas parlé de ce qui s'était passé, parce qu'il n'y a rien à dire sur ce qui s'est passé qui ne soit déjà su. Il faisait son travail. Je faisais le mien. La mer faisait ce que fait la mer. Ce n'est pas une pensée réconfortante. Je ne l'offre pas comme un réconfort. Les gens me demandent parfois, des gens qui connaissent les grandes lignes de l'histoire, ils veulent savoir si je le vois quand je dors, si son visage est là dans l'obscurité. Et la réponse honnête est que ce n'est pas le sommeil qui m'attrape. Le sommeil va bien. Le sommeil a toujours bien été. Ce sont les portes. Pas dans un sens dramatique. Je ne me fiche pas, je n'ai pas d'épisode. Je les remarque, simplement. Chaque porte lourde, chaque porte avec un mécanisme à roue, chaque porte avec un petit hublot encastré. Je remarque leur poids. Je remarque comment elles s'étanchent. Je remarque si je pourrais les tenir contre la pression si j'en avais besoin. Ça devient une habitude avec le temps. Juste une conscience. Comme un charpentier qui remarque toujours les assemblages dans une pièce. Comme un ingénieur en structure qui regarde toujours vers le plafond et lit la répartition des charges. On sait les choses comme on les sait, et le savoir ne vous quitte pas. Ce que je sais, c'est ceci. Les grands fonds ne sont pas un endroit qui accommode le sentiment. Ça n'a jamais été le cas. Les hommes qui y travaillent le comprennent d'une façon qui ne se traduit pas en surface, et la plupart n'essaient pas de le traduire. On fait son travail, on suit la procédure, on ramène autant de gens que la situation le permet. Et parfois la situation permet d'en ramener 12. Et l'un reste derrière, et on le porte. Pas bruyamment, pas d'une façon qui nécessite une prise en charge ou une explication ou quoi que ce soit de la part de qui que ce soit d'autre. On le porte comme on porterait quelque chose de lourd sur une longue distance. On ajuste sa posture, on continue à avancer. On ne le pose pas parce que le poser n'est pas l'une des options disponibles. Sa main sur le verre, main gauche, paume vers l'extérieur, doigts écartés. J'ai eu 19 ans pour décider ce que ça voulait dire. Je crois que ça voulait dire qu'il comprenait. Je crois que ça voulait dire qu'il savait que j'avais fait ce que le travail exigeait et qu'il ne me pardonnait pas, parce qu'il n'y avait rien à pardonner. Il confirmait, confirmant qu'on avait été tous les deux des professionnels jusqu'au bout, que le travail avait été fait correctement, que les chiffres étaient sortis comme ils devaient sortir. C'est ce que je crois. Les jours où croire quelque chose m'est accessible, les autres jours, je remarque juste les portes.